S'il vous plaît. Alleta Valerius savoua un frottement sec de gravier et de puissance contenue. Il était blotti dans l'ombre glaciale du manoir de Blackwood. Son costume de soie coûteux avait été remplacé par des haillons qui sentaient le sel et l'échec. Juste un bout de pain. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Le bêta, ricana Marcus, sa botte en cuir poli heurtant violemment les côtes de Valerius. Le roi ne tressaillit pas. Pourtant, son loup hurlait pour du sang. Sors de la lumière, misérable chien, cracha Marcus. Le roi arrive demain, et je ne veux pas que l'odeur d'un oméga mourant souille les portes. Si je te revois, je mettrai fin à ta misère moi-même. Marcus tourna le dos, riant avec ses gardes. Valerius les regardait. Ses yeux dorés brûlaient sous une tignasse de cheveux sales. Il avait bâti cet empire. Maintenant, il allait voir qui méritait d'y rester. La pluie dans la province de Blackwood ne faisait pas que tomber. Elle jugeait. C'était une averse froide et implacable. Elle transformait les routes de gravier de la périphérie en une soupe de boue grise. Valerius était assis contre un bidon d'huile rouillée. Le martèlement rythmique de l'eau contre le métal était la seule chose qui l'empêchait de se transformer et d'arracher la gorge des sentinelles à la porte. Il était le roi alpha du Nord. Un homme dont le nom était murmuré aussi bien dans les salles de conseil que sur les champs de bataille. Mais depuis 1 semaine, il était un fantôme. Il avait laissé se répandre les rumeurs de son voyage diplomatique. Pendant ce temps, il s'était glissé dans la peau d'un vagabond sans nom. Les rapports de corruption dans la meute de Blackwood avaient atteint la capitale. Mais il devait voir la pourriture de ses propres yeux. Il devait savoir si le cœur de son royaume était devenu aussi froid que les murs de pierre entourant l'élite. Et la voix était douce, à peine audible par-dessus le vent. Valerius ne leva pas les yeux. Il s'attendait à un autre coup de pied, à un autre ordre de se déplacer dans les bois plus sombres, où les loups qui ne pouvaient pas suivre étaient laissés pour mourir de faim. Une paire de baskets en toile usée et gorgée d'eau apparut dans son champ de vision floue. Elles étaient de plusieurs tailles trop grandes pour la personne qui les portait et attachées avec des bouts de ficelle effilochées. « Vous ne devriez pas rester ici. » Continua la voix. C'était une voix de femme, tendue, fatiguée, mais elle n'avait pas la cruauté tranchante qu'il avait rencontrée toute la semaine. Les exécuteurs, ils s'ennuient après minuit. Ils aiment chasser des choses qui ne peuvent pas se défendre. Valerius leva lentement la tête. Il avait répété le regard d'un homme brisé, les épaules affaissées, les yeux ternes. L'aura féroce d'un véritable alpha était enfouie au plus profond de sa moelle. La femme qui se tenait devant lui était petite. Sa silhouette était engloutie par un manteau qui avait connu de meilleures décennies. Ses cheveux, d'un auburn émêlé, étaient rentrés dans un bonnet de laine. Mais c'est son odeur qui le prit au dépourvu. Ce n'était pas l'odeur du pouvoir ou de l'ambition. C'était l'odeur du cèdre lavé par la pluie et une étrange douceur persistante qui ressemblait à un souvenir qu'il ne pouvait pas tout à fait situer. Un oméga, je n'ai nulle part où aller, dit Valerius, sa voix se brisant parfaitement. Elle regarda vers le manoir, là où les lumières dorées de la salle de bal se déversaient sur les pelouses manucurées. Un gala battait son plein pour célébrer l'arrivée supposée du roi le lendemain. L'ironie était une pilule amère dans sa gorge. « Je m'appelle Alora », dit-elle, tendant une main puis la retirant rapidement, comme si elle se souvenait de sa place. À Blackwood, les Omégas n'étaient guère plus que des serviteurs sous contrat. On leur refusait souvent même le droit fondamental d'être touchés. Je vis dans l'ancien quartier des Moulins. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a un toit. Et c'est hors de la vue de Marcus. « Pourquoi m'aider » demanda Valerius, les yeux plissés. « Je ne suis qu'un mendiant. Je n'ai rien à vous donner. » Altura offrit un petit sourire triste qui n'atteignit pas ses joues creuses. « Parce que je sais ce que c'est que d'être invisible. Et parce que personne ne devrait affronter la lune le ventre vide. » Elle n'attendit pas son accord. Elle se tourna simplement et commença à marcher vers les bas-fonds. Sa démarche favorisait son côté gauche. Valerius se leva, ses articulations protestant contre le froid, et la suivit. Il était le roi, et il était conduit dans l'obscurité par le membre le plus humble de son troupeau. La cabane était pire que ce que Valerius avait imaginé. C'était un appentis construit contre le mur d'un entrepôt effondré. Les murs étaient un patchwork de tôle ondulée et de contreplaqué, mais à l'intérieur, c'était inexplicablement propre.
Une unique bougie vacillait sur une caisse, projetant de longues ombres dansantes sur le plafond. « Asseyez-vous », ordonna doucement Laura. Elle montrait une pile de couvertures qui sentait légèrement la lavande. Valerius s'assit. Sa grande carrure rendait le petit espace encore plus exigu. Il la regarda se diriger vers un petit réchaud de camping. Ses mains tremblaient. Pas de peur, réalisa-t-il, mais des premiers stades de la malnutrition. Ses clavicules étaient assez saillantes pour couper, et le pouls dans son cou battait comme un oiseau piégé. Elle sortit un petit sac en papier de sa poche. À l'intérieur se trouvait un unique morceau de pain rassis et croustillant. C'était le genre de pain que les cuisines du manoir jetaient aux chiens. Elle regarda le pain un long moment. Valerius pouvait voir le conflit dans ses yeux. La faim brute et primale d'un loup qui n'avait pas été nourri. Elle n'avait pas mangé aujourd'hui. Peut-être pas hier non plus. Son loup s'agita. Un grognement sourd d'instinct protecteur vibra dans sa poitrine. Il le réprima d'un coup sec et décidé. Alora déchira le pain en deux. Elle plaça la plus grande moitié sur une assiette en céramique fissurée et la poussa vers lui. « Mangez, dit-elle. « C'est tout ce que vous avez ?» demanda Valerius, la voix basse. « C'est largement suffisant, » mentit-elle. Le mensonge était si transparent que ça faisait mal à entendre. Elle prit le plus petit morceau et commença à mâcher lentement. Ses yeux se fermèrent, savourant chaque miette microscopique comme si c'était un festin. Valerius regarda le pain dans son assiette. Il pensa au repas de 7 plats servis à sa table, le gaspillage, la décadence. Il pensa à ses généraux se plaignant du millésime du vin, tandis que cette fille, sa sujette, partageait sa dernière bouchée avec un étranger. « Vous êtes un membre de la meute de Blackwood, » dit Valerius, pour tâter le terrain. « L'alpha devrait subvenir à vos besoins. Les lois du Nord sont claires. Aucun loup ne doit avoir faim. » Alora laissa échapper un rire court et sec qui se transforma en tout. Le roi Alpha vit dans un palais de verre. À 300 miles d'ici, il ne voit pas la périphérie. Ici, Marcus est la loi. Et Marcus croit que si vous n'êtes pas assez fort pour prendre, vous n'êtes pas digne de manger. Et vous croyez ça? Je crois, dit-elle, le regardant droit dans les yeux. Ses yeux bruns devinrent soudainement féroces. Que le roi nous a oubliés. Ou peut-être qu'il ne s'en est jamais soucié. Mais ce n'est pas parce que le sommet est pourri que nous devons laisser le bas s'effondrer. Nous devons être meilleurs qu'eux. Valerius ressentit une pointe de honte sincère. C'était une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il tendit la main et prit de l'assiette. Mais au lieu de manger, il cassa de nouveau son morceau en deux. Il lui en fit glisser une partie. « Alors nous serons meilleurs ensemble, » dit-il. Ils mangèrent en silence. Le seul son était de la pluie et la musique lointaine et moqueuse du manoir. À cet instant, dans cette cabane tremblante, Valerius réalisa que son test avait déjà donné son premier résultat. Il avait trouvé la seule âme pure de son royaume, et elle mourait de faim dans la boue. Le lendemain matin, l'air était lourd de tension. L'arrivée du roi Alpha au manoir était prévue pour midi. Valerius passa les premières heures à observer depuis l'ombre du quartier des Moulins l'élite de Blackwood s'agiter comme des fourmis paniquées. Il avait passé la nuit sur le sol d'Alora. Elle avait insisté pour qu'il prenne les couvertures pendant qu'elle se blottissait près du poêle. Il l'avait regardé dormir. Sa respiration était saccadée et irrégulière, et il avait fait un vœu silencieux. Au coucher du soleil, sa vie ne serait plus jamais la même. « Vous devez rester à l'intérieur aujourd'hui, » dit Alora. Elle nouait son manteau en lambeaux. Les exécuteurs dégagent les rues pour le cortège du roi. Ils utilisent des matraques à pointe d'argent pour encourager les sans-abri à se déplacer dans la forêt. « Et où allez-vous » demanda Valerius, appuyé contre le cadre de la porte. « J'ai un service dans les cuisines du manoir, » dit-elle, le visage pâle. « Si je ne me présente pas, ils révoqueront mon permis de logement. Je suis une souillon fantôme, ils ne nous regardent même pas. Mais nous devons être là. Je viens avec vous, dit Valerius. Vous êtes fous? Ils vous tueront. Je suis doué pour me fondre dans la masse, répondit Valerius, une lueur de sa véritable autorité perçant dans son ton. C'était suffisant pour faire hésiter Alora, le front plissé de confusion. De plus, je veux voir ce roi dont tout le monde a si peur. Ils se déplacèrent dans les ruelles, évitant les patrouilles. Valerius vit des choses qui firent bouillir son sang. Il vit des loups âgés être poussés dans la boue. Il vit les hommes de Marcus prélever des impôts sur les maigres rations des pauvres. La corruption n'était pas juste une fuite.
C'était un déluge. Près des portes du manoir, ils virent un groupe de jeunes loups blottis les uns contre les autres. Ils chuchotaient, leurs yeux se dirigeant furtivement vers les gardes. C'est aujourd'hui, chuchota l'un d'eux. Quand le roi s'assiera à table, nous agirons. Nous lui montrerons les cicatrices que Marcus nous a faites. Nous exigerons justice. Le roi n'écoutera pas. Siffla un autre. Il est probablement comme Marcus, mais en plus riche. On devrait juste brûler le manoir avec eux tous à l'intérieur. Alora agrippa le bras de Valerius, ses doigts tremblants. Ils vont se faire tuer, chuchota-t-elle. La garde du roi est une élite. Ils ne les laisseront même pas s'approcher à moins de 50 yards. Valerius regarda les jeunes rebelles. Leur colère était justifiée, mais leur timing était tragique. Ils devaient les arrêter, mais ils ne pouvaient pas le faire en tant que mendiants. Pas encore. Attendez ici, dit Valerius à Alora. Quoi? Non. Mais il était déjà en mouvement. Bon. Il se glissa dans la foule près de la porte, ses yeux cherchant Marcus. Il le trouva debout sur une estrade surélevée, regardant la foule rassemblée avec un sourire d'arrogance pure et sans mélange. « Écoutez bien, bande de galeux !» cria Marcus, sa voix amplifiée par un mégaphone. « Le roi est un homme de tradition. Il aime ses rues propres et ses sujets silencieux. Si l'un de vous ose respirer fort au passage du cortège, il passera la nuit dans les cages d'argent. Suis-je clair? » Un grognement sourd ondula dans la foule. Valerius sentit une main sur son épaule. C'était le principal exécuteur de Marcus, un loup colossal nommé Silas. « Encore toi? » grogna Silas, reconnaissant Valerius de la nuit précédente. « Je t'avais dit de dégager. On dirait que tu as besoin d'une leçon plus permanente. » Silas leva une lourde massue lestée d'argent. Alora cria depuis le côté, se précipitant pour intervenir, mais Valerius croisa son regard et secoua subtilement et microscopiquement la tête. « Fais-moi confiance », disaient ses yeux, alors que la massue s'abattait. Valerius n'esquiva pas. Il encaissa le coup à l'épaule, l'argent brûlant sa peau, la douleur un rappel froid et vif de la souffrance endurée par son peuple. Il tomba sur un genou, la foule haletant. « Pathétique », rit Silas. Mais alors que Valerius levait les yeux, ses yeux brillèrent d'un or si vif qu'il en était presque blanc. Juste une seconde. Juste assez longtemps pour que Silas se fige. L'instinct primaire de l'homme hurlait qu'il se tenait en présence d'un prédateur bien plus haut dans la chaîne alimentaire. « Le roi arrive », murmura Valerius, sa voix vibrant d'un pouvoir qui faisait trembler le sol même. « Et il va commencer par toi, le roi Alpha déguisé en mendiant pour tester sa meute. » Deuxième partie. L'entrée de service du manoir de Blackwood sentait la graisse brûlée, l'eau de Javel industriel et l'odeur métallique de la peur. C'était un monde souterrain, un labyrinthe de vapeur et de cuivre cliquetant qui soutenait la vie scintillante d'en haut. Pour l'élite, le personnel de cuisine n'existait pas. Il n'était que la machinerie qui produisait les truffes et le champagne. Gardez la tête basse, chuchota Alora, la voix tendue d'anxiété. Elle avait réussi à faire entrer Valerius en prétendant qu'il était un cousin des districts extérieurs, cherchant du travail à la journée. Si le chef de cuisine, Garrett, vous voit immobile plus d'une seconde, il vous fera fouetter. Valerius hocha la tête, ses yeux balayant la pièce. Son épaule le lançait là où Silas l'avait frappé avec la matraque d'argent. La blessure était lente à guérir, un effet secondaire de l'argent et de sa propre essence alpha réprimée. Il souleva une lourde caisse de pommes de terre, ses muscles ondoyant sous ses haillons souillés de crasse. Il était habitué au poids d'une couronne, mais le poids du travail était un fardeau d'un autre genre. De l'autre côté de la pièce, Garrett, un loup aux larges épaules, avec un visage de hache, criait sur un jeune garçon Oméga. Le garçon avait laissé tomber une soucoupe en porcelaine, et les éclats gisaient entre eux comme des dents blanches. « Ça coûte plus cher que ta vie, espèce de chiot pleurnichard », rugit Garrett. Il attrapa le garçon par la peau du cou, le soulevant du sol. Les jambes du garçon battaient inutilement dans les airs. « Tu feras des services doubles pendant 1 mois sans salaire. Et si je vois une autre fissure, je te donnerai à manger aux chiens du manoir. » Valerius sentit le bourdonnement familier à basse fréquence de son pouvoir alpha commencer à vibrer dans le plancher. Il le réprima, serrant la caisse de pommes de terre si fort que le bois gémit. « Ne faites rien », souffla Alora, apparaissant à ses côtés. Elle posa une main sur son avant-bras. Son contact était rafraîchissant, un baume sur le feu dans son sang. « Vous ne pouvez pas sauver tout le monde aujourd'hui. Si vous faites une scène, nous disparaîtrons tous les deux. »
Valerius la regarda, voyant l'épuisement gravé dans les ridules autour de ses yeux. Depuis combien de temps vivez-vous comme ça, Alora? Depuis que mes parents sont morts lors du grand changement, dit-elle, sa voix dénuée d'apitoiement. 10 ans. On apprend à être petit. On apprend que la seule façon de survivre est d'être l'ombre dans le coin. Une cloche sonna, un son aigu et exigeant venant des étages supérieurs. Le cortège est à 10 minutes, cria Garrett, laissant tomber le garçon Oméga comme un déchet. Bougez! Si l'avant-garde du roi voit un grain de poussière sur ces plateaux, je vous ferai la peau à tous. Valerius fut chargé d'aider à monter les cloches chauffe-plat en argent jusqu'à la grande salle de banquet. Alors qu'il montait les escaliers de pierre étroits, la transition était brutale. L'air devint plus frais, parfumé de lys coûteux et de cire d'abeille. Les murs étaient ornés de tapisseries dépeignant l'histoire du royaume du Nord. Son histoire. Il se vit sur l'une d'elles, tissée de fils d'or, debout au sommet d'une montagne. L'artiste avait capturé ses yeux, mais pas le poids derrière eux. Dans le couloir, Marcus aboyait des ordres à une rangée de serviteurs impeccablement vêtus. Il avait l'air frénétique, son arrogance habituelle remplacée par un besoin désespéré et saccadé d'impressionner. Il portait un costume qui coûtait assez pour nourrir le quartier des Moulins pendant 1 an. Le roi est précis, disait Marcus. Il n'aime pas les retards. Il n'aime pas les excuses. Quand les berlines noires arriveront, je veux de la garde d'honneur au garde à vous. Silas, les éléments problématiques ont-ils été éliminés? Les rues sont vides, bêta, répondit Silas, inclinant la tête. Ses yeux étaient meurtris de sa rencontre avec Valerius plus tôt, un fait qu'il essayait clairement de cacher avec un maquillage épais. Les mendiants ont été déplacés. Les rebelles sont surveillés. Le roi ne verra que ce que nous voulons qu'il voie. Valerius ajusta le lourd plateau dans ses mains, son regard fixé sur la nuque de Marcus. « Tu n'as aucune idée, Marcus, pensa-t-il. Le roi a tout vu. » Le bruit des pneus sur le gravier résonna dans le manoir comme un roulement de tambour. À midi précis, une file de 6 VUS blindés noirs entra dans la cour, flanquée de motards en livrée royale. Valerius se tenait derrière un pilier de marbre dans le foyer, son cœur battant une cadence régulière et rythmique. Il reconnut le véhicule de tête. C'était son transport personnel. À l'intérieur se trouvait Kellin, son bêta le plus fiable, et le commandant de sa garde de l'ombre. Marcus se précipita en avant alors que la porte du VUS du milieu s'ouvrait. Il tomba sur un genou, la tête profondément inclinée dans une performance de soumission qui retourna l'estomac de Valerius. « Mon roi !» cria Marcus, sa voix résonnant sur les murs de calcaire. « La province de Blackwood vous souhaite la bienvenue. Nous sommes honorés de votre présence. » Une silhouette sortit de la voiture. Il était grand, large de poitrine, et portait le manteau militaire de cérémonie du roi, le col haut masquant une grande partie de son visage. Il portait des lunettes de soleil sombres, et ses mouvements étaient raides, calculés. C'était un sosie, un soldat loyal nommé Varek, qui avait été entraîné pendant des mois pour imiter la démarche de Valerius. « Le roi est fatigué du voyage, » dit Kellin, sortant après le sosie. Les yeux de Kellin balayèrent la foule, s'arrêtant une fraction de seconde sur le pilier où se tenait Valerius. Il n'y avait aucune reconnaissance dans le regard de Kellin, seulement la vigilance aiguë et professionnelle d'un chasseur. Il se retirera dans ses appartements jusqu'au banquet du soir, vider le foyer. « Bien sûr, commandant, » balbutia Marcus, se relevant précipitamment. « Tout est préparé, la plus belle suite, la plus exquise. »« Silence, » lança Kellin. « Le roi exige le silence. Bougez. » Alors que la procession se dirigeait vers le grand escalier, Valerius observait les jeunes rebelles qu'il avait vus plus tôt. Ils étaient positionnés près de l'entrée, déguisés en travailleurs temporaires. L'un d'eux, un garçon nommé Jace, avait la main dans sa veste, agrippant ce qui ressemblait à un explosif artisanal ou à une fusée éclairante. Valerius se déplaça avec la fluidité d'un fantôme. Il se glissa à travers la foule, ses haillons frôlant les robes de soie des femmes nobles qui reculaient de dégoût. Il atteignit Jace juste au moment où le garçon commençait à s'avancer. Valerius saisit le poignet de Jace, sa poigne comme un étau d'acier. « Pas maintenant », murmura Valerius à l'oreille du garçon. « Lâchez-moi, vieille ivrogne », siffla Jace, luttant pour se libérer. « C'est notre seule chance. Le roi doit voir le feu. Si tu fais ça maintenant, tu seras mort avant même que la mèche ne s'allume. » dit Valerius,
sa voix baissant d'une octave, pourtant une résonance qui fit gémir le loup de Jace. Attendre le banquet. Quand le roi sera à table, la vérité éclatera. Mais si tu meurs maintenant, tu meurs pour un mensonge. Jace regarda dans les yeux de Valerius, et pendant un instant, la colère du garçon fut remplacée par une confusion profonde, ancrée dans l'âme. Il vit quelque chose chez le mendiant. Pas de la faiblesse, mais une force terrifiante et ancienne. « Qui êtes-vous » chuchota Jace. « Un ami de ceux qui ont faim » dit Valerius, relâchant le poignet du garçon. « Restez dans les cuisines. Le moment venu, j'aurai besoin de vous. » Valerius se retourna vers le couloir de service, mais il se retrouva face à face avec Allura. Elle se tenait dans l'ombre, les yeux écarquillés de terreur. Elle avait vu l'interaction. Elle avait vu la façon dont le mendiant avait commandé le rebelle. « Vous allez nous faire tuer » chuchota-t-elle, la voix tremblante. « Val, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas juste un vagabond, n'est-ce pas? » Valerius la regarda, le masque du mendiant glissant un instant. Il voulait tout lui dire. Il voulait l'arracher à cette pourriture et la placer au soleil où était sa place. « Je suis quelqu'un qui est fatigué de voir de bonnes personnes mourir de faim, Allura, » dit-il doucement. « Faites-moi confiance encore une nuit. C'est tout ce que je demande. » La grande salle de banquet était une cathédrale de l'excès. Des plafonds à la feuille d'or reflétaient la lumière d'un millier de lustres en cristal. La table était une rivière de lin blanc, couverte de faisans rôtis, de fruits confits et de vins qui coûtaient plus que le salaire de toute une vie d'un ouvrier de moulin. Le roi était assis en bout de table, son visage toujours partiellement masqué par le col haut et l'éclairage d'ambiance tamisé. Marcus était assis à sa droite, se pavanant comme un paon. « Au roi Alpha, » dit Marcus, levant une coupe en cristal, « que son règne soit aussi long que l'hiver et aussi fort que la montagne. » L'élite rugit son approbation, le son de leur rire se heurtant à la faim silencieuse des serviteurs alignés le long des murs. Valerius était positionné près du buffet, chargé de verser le vin. Il observait Allura. Elle portait un lourd plateau d'argent de pain, des pains artisanaux chauds, saupoudrés de farine et de sel de mer. Marcus fit un geste vers le pain. « Une spécialité de notre province, mon roi. Le meilleur blé, sélectionné à la main. Nous nous assurons que seul le meilleur atteint la table de la royauté. » Alors qu'Allura s'approchait de Marcus pour offrir le plateau, son pied se prit dans le bord d'un lourd tapis. Elle trébucha, le plateau basculant dangereusement. Un seul pain glissa et atterrit sur la chaussure en cuir poli de Marcus. La pièce devint silencieuse. Le seul son était le crépitement de la cheminée. Le visage de Marcus se transforma. Le vernis de l'hôte gracieux se brisa, révélant le monstre en dessous. Il baissa les yeux sur sa chaussure, puis leva les yeux vers Allura, ses yeux brillants d'un rouge cruel et déchiqueté. « Espèce de salope maladroite et pathétique !» cracha Marcus. Il ne se contenta pas de crier. Il se leva et la gifla du revers de la main. La force du coup envoya Allura tournoyer au sol, sa joue devenant instantanément d'un violet foncé et colérique. Le plateau de pain s'écrasa sur le marbre, les pains se dispersant comme des pierres jetées. « Mes excuses, mon roi, » dit Marcus, sa voix redevenue douce, bien que sa poitrine se soulevât de rage. « Cette Oméga est défectueux. Elle aurait dû être éliminée la saison dernière. Je vais m'occuper d'elle immédiatement. » Marcus regarda Silas, qui se tenait près de la porte. « Emmène-la dans les cages d'argent et apporte-moi un plateau frais. Celui-ci a été souillé par le sol. » Valerius le sentit alors. Le déclic. Le barrage interne qu'il avait construit pour contenir son pouvoir se désintégra. L'air dans la pièce devint soudainement lourd, l'oxygène semblant aspirer de l'espace. Les bougies vacillèrent et s'éteignirent, ne laissant que la faible lueur du feu. « Attendez » dit Valerius. Le mot n'était pas fort, mais il portait le poids d'une montagne qui s'écroule. Il arrêta Silas net. Il fit se retourner Marcus, sa lèvre se retroussant en un ricanement. « Qui a parlé » exigea Marcus, regardant vers les serviteurs. « Qui a osé » Valerius sortit de l'ombre. Il marcha vers le centre de la salle, ses haillons flottant dans un vent qui n'aurait pas dû exister. Il ne ressemblait plus à un mendiant. Il ne ressemblait plus à une victime. Il ressemblait à un prédateur alpha qui s'était enfin lassé de la chasse. Il s'arrêta à côté d'Allura et se pencha, sa grande main la relevant doucement. Il ramassa le plus gros pain du sol,
Celui que Marcus avait qualifié de souillé. Elle a partagé son unique pain avec moi dans la boue, dit Valerius, sa voix vibrant dans les os même de chaque personne dans la pièce. Il regarda Marcus, ses yeux dorés s'enflammant d'un éclat solaire terrifiant. Et tu la frappes pour avoir fait tomber une miette sur ta chaussure? Marcus rit, bien que le son fût forcé, caissant. Toi, le mendiant de la porte? Garde, tuez-le. Maintenant. Salas et 4 autres exécuteurs se jetèrent en avant, mais ils ne l'atteignirent pas. Kaylan, le commandant du roi, s'avança et dégaina son arme de poing, la pointant directement sur la tête de Marcus. Le roi en bout de table se leva et retira lentement ses lunettes, révélant le visage stoïque et terrifié du sosie. Le roi n'a pas besoin de garde pour le protéger de ses propres sujets, Marcus, dit Kellen, sa voix froide comme la toundra. Valerius tourna son regard vers le bout de la table. Il ne dit pas un mot. Il n'en avait pas besoin. L'aura pure et écrasante du véritable alpha inonda la pièce, forçant chaque loup dans la salle, y compris Marcus, à tomber à genoux. C'était un mandat biologique, un ordre écrit dans leur ADN. « Je suis venu tester ma meute », dit Valerius, montant sur la grande table, ses bottes écrasant la porcelaine coûteuse. Il marcha vers Marcus, qui tremblait si fort que ses dents claquaient. « J'ai trouvé un repère de voleurs, une meute de lâches et un bêta qui se prend pour un dieu. » Il regarda Alora, qui le fixait avec un mélange de choc et d'admiration. « Et j'ai trouvé une reine dans l'arrière-cuisine, » ajouta-t-il doucement. Valerius regarda de nouveau Marcus, son visage un masque de jugement divin. « Le banquet est terminé, Marcus. Maintenant, nous allons discuter de l'addition. » Le roi Alpha déguisé en mendiant pour tester sa meute. Troisième partie. Le silence dans la salle de banquet n'était plus le silence du respect. C'était le silence de la tombe. Marcus, autrefois l'homme le plus craint de la province, semblait petit. Son costume coûteux semblait flotter sur une silhouette qui s'était ratatinée sous le poids du regard doré de Valerius. Valerius descendit de la table, ses bottes claquant rythmiquement sur le marbre. Chaque pas sonnait comme un battement de cœur, ou peut-être un compte à rebours. Il passa devant les assiettes de faisan intactes et le vin renversé, ne s'arrêtant que lorsqu'il atteignit Marcus. « Tu as dit qu'elle était défectueuse, » dit Valerius, sa voix une vibration basse et dangereuse. Il tendit la main, sa main planant près de la gorge de Marcus. Le bêta tressaillit, un gémissement s'échappant de ses lèvres. « Tu as dit qu'elle devait être éliminée parce qu'elle était faible, parce qu'elle était un oméga. » Mon roi dit, je ne faisais que maintenir l'ordre, balbutia Marcus, ses yeux se dirigeant vers ses exécuteurs, qui étaient tous cloués au sol par la garde de l'ombre du roi. Les lois du Nord, elles favorisent les fautes. Tu pensais que je partageais ta maladie, interrompit Valerius. Il se tourna vers la salle, sa voix s'élevant en un rugissement qui fit trembler les lustres de cristal. L'ordre ne se maintient pas en affamant les innocents. Une meute n'est pas une pyramide où le sommet écrase la base. C'est un cercle où les plus forts protègent les plus vulnérables. Tu n'as pas maintenu l'ordre, Marcus. Tu as maintenu une cage. Valerius regarda Kalen qui s'avança avec un lourd registre relié de fer. C'était le véritable registre financier de la province, récupéré dans le bureau privé de Marcus par les éclaireurs du roi quelques heures auparavant. Les impôts que tu as prélevés dans le quartier des Moulins n'ont jamais été envoyés à la capitale, déclara Valerius. Tu achetais de la soie pendant qu'ils achetaient des cercueils. Tu achetais du vin pendant qu'ils partageaient des croûtes de pain rassis. Valerius attrapa Marcus par le col et le souleva. Le bêta était un homme grand, mais dans la poigne du roi, il ressemblait à un jouet d'enfant. Valerius le traîna vers la fenêtre qui donnait sur la vallée sombre et détrempée du quartier des Moulins. « Regarde-les » ordonna Valerius. « Regarde les lumières des cabanes que tu as construites. Demain, tu iras là-bas, pas en tant que seigneur et pas en tant que bêta. Tu es par la présente dépouillé de ton rang, de ton nom et de l'honneur de ton loup. Tu travailleras dans les moulins. Tu mangeras ce qu'ils mangent. Tu dormiras là où ils dorment. Et si j'entends que tu as pris ne serait-ce qu'un grain de sel de plus à un voisin, je te conduirai personnellement aux cages d'argent que tu aimais tant. » Silas et les autres exécuteurs furent emmenés enchaînés, leur fierté brisée. Mais alors que la pièce se vidait des corrompus, le poids du moment se déplaça vers la femme toujours debout près du buffet.
Alora n'avait pas bougé. Elle se tenait les mains jointes devant elle, son visage un masque d'incrédulité. L'homme qui avait dormi sur son sol, l'homme qui avait partagé son pain, était le roi Alpha du Nord. La réalisation était un poids physique, rendant sa respiration difficile. Valerius se tourna vers elle, l'aura terrifiante du roi disparu, remplacée par la présence lasse et ancrée de l'homme qu'elle avait appelé Val. Il s'approcha d'elle, et pour la première fois de sa vie, le roi ressentit une pointe de nervosité. « Alora, dit-il doucement. Elle fit un pas en arrière, sa tête s'inclinant instinctivement. « Mon roi, je ne savais pas. Si j'avais su, j'aurais... » « Vous auriez quoi? » demanda-t-il, s'arrêtant à une distance respectueuse. « M'auriez donné le pain entier au lieu de la moitié. M'auriez offert votre lit au lieu du sol. Vous avez donné à un mendiant tout ce que vous aviez quand vous n'aviez rien. C'est plus que ce qu'un roi pourrait jamais demander. » Il tendait la main, sa main soulevant doucement son menton. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Je ne suis pas venu ici pour être servi par vous, Alora, » murmura-t-il. « Je suis venu ici pour voir s'il restait de la lumière dans cette province. Vous étiez la seule à ne pas laisser l'obscurité vous changer. »« J'étais juste une personne, sanglota-t-elle. C'est tout. Et c'est pour ça, dit Valerius, que vous êtes le loup le plus puissant de cette pièce. » La semaine suivante fut un tourbillon d'activités. Le manoir de Blackwood fut transformé d'un palais privé en un centre de distribution. Valerius resta, refusant de retourner à la capitale jusqu'à ce que la pourriture soit complètement purgée. Il ne passait pas ses journées dans la salle de banquet. Il les passait dans la boue. Les habitants du quartier des Moulins étaient méfiants au début. Ils regardaient de leurs fenêtres arriver les camions de transport royaux chargés de céréales fraîches, de viande et de fournitures médicales. Ils regardaient le roi lui-même, portant toujours le simple pull en laine qu'Alora avait raccommodé pour lui, aider à décharger les caisses. « C'est lui, » disaient des murmures. « Le mendiant, il nous a vus. » Valerius marchait dans les rues, s'arrêtant pour parler aux personnes âgées, pour jouer avec les enfants qui n'avaient connu que la faim. Il écoutait leurs histoires, pas les versions édulcorées que Marcus avait présentées, mais les vérités brutes et déchiquetées de la survie. Un après-midi, il se retrouva devant la cabane penchée où tout avait commencé. Alora était là, emballant les quelques affaires qu'elle possédait. Une nouvelle initiative de logement déplaçait les ouvriers des moulins dans les appartements rénovés près de la place de la ville. Mais elle était restée jusqu'au dernier moment. « Vous quittez le palais de verre pour ça ?» demanda-t-il, appuyé contre le cadre de la porte. Alora sourit, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. Elle avait l'air en meilleure santé. Les creux de ses joues se comblaient et ses cheveux auburn brillaient au soleil. « Je ne pars pas. Je déménage. J'ai un travail à la nouvelle infirmerie. Ils ont besoin de quelqu'un qui sait comment faire durer les médicaments quand il y en a peu. » Valerius entra dans le petit espace. Il semblait différent maintenant. La bougie avait disparu, remplacée par le soleil de l'après-midi. « Je dois retourner à la capitale demain, » dit Valerius. L'air entre eux s'épaissit. Le silence était lourd des choses qu'ils n'avaient pas dites. Le Conseil exige un rapport. Les autres provinces entendent des rumeurs sur ce qui s'est passé ici. Ils ont besoin de savoir que le roi est de retour sur son trône. Alora hocha la tête, son regard tombant sur sa valise. « Bien sûr, vous êtes leur roi. Ils ont besoin de vous. »« Je ne veux pas y retourner seul, » dit Valerius. Alora se figea. Elle leva les yeux vers lui. J'en ai des yeux qui battant contre ses côtes. « Val, mon roi, je suis un oméga. Je suis une souillon d'une province brisée. Je ne connais rien au palais ou à la politique. »« Je n'ai pas besoin d'un politicien, » dit Valerius se rapprochant. Il prit ses mains dans les siennes. Sa peau était chaude, un contraste avec l'argent froid qui avait autrefois défini sa vie. « La capitale est pleine de gens qui me disent ce que je veux entendre. Ils sont experts dans la performance de la loyauté. Mais vous m'avez donné du pain quand vous pensiez que je ne pouvais rien vous donner en retour. Vous avez vu l'homme par la couronne. » Il regarda autour de la cabane. « J'ai passé ma vie à construire des murs pour garder le monde à l'extérieur. Vous avez passé la vôtre à ouvrir votre porte à quiconque avait plus froid que vous. J'ai besoin de ça, Alora. Mon royaume a besoin de ça. Je ne vous demande pas d'être une servante. Je vous demande d'être la conscience du Nord. Vous voulez que je vienne à la capitale? » murmura-t-elle. «
Je veux que vous soyez à mes côtés, corrigea-t-il, comme ma conseillère, comme ma lumière, et si vous m'acceptez, comme ma compagne. Le mot compagne résonna avec la force d'un séisme tectonique. Pour un loup, c'était le lien ultime. Alora regarda dans ses yeux dorés et y vit la vérité. Il ne la testait plus. Il lui offrait son âme. J'ai partagé mon pain avec un mendiant, dit-elle, une étincelle espiègle dans les yeux à travers les larmes. Je suppose que je peux partager ma vie avec un roi. Un mois plus tard, la province de Blackwood organisa son premier festival d'automne en une décennie où personne n'eut faim. La place était remplie de l'odeur de viande rôtie et de pain frais. Mais ce n'était pas l'élite qui était assise aux tables d'honneur. Les tables étaient longues, s'étendant d'un bout à l'autre de la place, et il n'y avait pas de plan de table. Le boulanger était assis à côté de l'enseignant. L'ouvrier était assis à côté du garde. Valerius se tenait sur le balcon de l'hôtel de ville. Il portait son uniforme royal, mais il avait refusé les médailles d'or. À ses côtés se tenait Alora. Elle était vêtue d'une robe simple et élégante, d'un vert forêt, ses cheveux flottant librement. Elle ne ressemblait pas à un oméga. Elle ressemblait à la terre elle-même, forte, résiliente et source de vie. Jace, le jeune rebelle qui avait autrefois tenté de brûler le manoir, était là aussi. Il avait été nommé liaison junior pour la jeunesse de la province. Il leva les yeux vers Valerius et hocha la tête d'un signe de respect. Il avait appris que le feu ne servait pas seulement à détruire. Il servait aussi à réchauffer les gens. Valerius s'éclaircit la gorge, s'approcha du microphone. La foule se tut, mais ce n'était pas le silence de la peur. C'était le silence d'une meute qui avait retrouvé son cœur. Pendant trop longtemps, commença Valerius, sa voix portant jusqu'aux confins de la foule. Nous avons mesuré notre force par ce que nous prenons. Nous avons jugé nos frères et sœurs par leur rang, leur richesse et leur utilité. Mais j'ai appris que la véritable force d'un loup ne se trouve pas dans la finesse de ses dents, mais dans l'épaisseur de sa compassion. Il prit un pain d'un panier sur le podium. C'était le même genre de pain qu'Alora avait partagé avec lui, simple, rustique et honnête. Il le rompit en deux et en tendit la moitié à Alora. À partir de ce jour, déclara-t-il, la meute de Blackwood sera connue comme la meute de la main ouverte. Personne ne mourra de faim pendant qu'un autre festoie. Personne ne dormira sous la pluie pendant qu'un autre a un toit. Ce n'est pas un cadeau de votre roi. C'est le droit de chaque âme qui considère le Nord comme sa maison. L'acclamation qui éclata n'était pas seulement un son. C'était une force physique. Elle secoua les arbres et résonna sur les montagnes. C'était le son d'une meute en train de guérir alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur la foule en fête. Valerius se tourna vers Alora. Il la serra contre lui, son front reposant contre le sien. « C'est vous qui avez fait ça, murmura-t-il. « Nous avons fait ça, répondit-elle. Il l'embrassa alors, une promesse lente et profonde qui avait le goût du sel, de la pluie et de l'avenir. Le roi était parti chercher un test, et il avait trouvé son salut. Il était entré dans la province de Blackwood en mendiant, mais il en repartait en homme qui comprenait enfin ce que signifiait régner. En dessous d'eux, sur la place bondée, Marcus était assis au bout d'une longue table, ses mains calleuses à cause des moulins. Quelqu'un, une femme qu'il méprisait autrefois, lui offrit un bol de ragoût et un morceau de pain. Il le prit avec des mains tremblantes, la tête inclinée dans un authentique et silencieux « merci ». Le cercle était complet. Le carrosse royal était une merveille d'ingénierie, insonorisé par des charmes et rembourré des soies les plus fines. Mais pour Alora, il ressemblait à une cage dorée. Alors que la province de Blackwood s'estompait dans la brume derrière eux, elle regardait par la fenêtre le paysage changeant. Les pins robustes et marqués de sa maison étaient remplacés par les collines ondulantes et manucurées du cercle intérieur. Valerius l'observait. Il avait troqué son pull en laine contre un costume anthracite, mais il gardait le simple cordon de cuir qu'elle lui avait donné enroulé autour de son poignet. « Vous pensez à eux » dit-il doucement. Ce n'était pas une question. « Mon père disait que le cercle intérieur était fait de verre, » murmura Alora, sa voix lointaine, « que si l'on regardait de trop près, on verrait les fissures. Il était architecte avant le grand changement. Il a aidé à concevoir les aqueducs qui alimentent la capitale. » Valerius se pencha en avant, son intérêt piqué. C'était la première fois qu'elle parlait du changement avec autre chose que de la peur. Le grand changement,
Le bouleversement économique et tectonique vieux de 10 ans, qui avait redessiné les frontières des meutes, était la cause d'une grande partie de l'inégalité actuelle du Nord. Le changement n'était pas seulement naturel, n'est-ce que pas? Demanda Valerius, sa voix baissant. Alora se détourna de la fenêtre, ses yeux reflétant une clarté obsédante. Les plaques tectoniques ont bougé, oui, mais le changement de pouvoir a été calculé. Mon père a trouvé les plans pour la redirection de l'eau. Ils ont déplacé le flux des périphéries vers les domaines privés de la capitale. Quand il a essayé de parler, l'accident au moulin est arrivé. Ils ont appelé ça une défaillance structurelle. J'ai appelé ça un meurtre. Valerius sentit une fureur froide s'installer dans ses entrailles. Il était alors un jeune alpha, fraîchement couronné et dépassé par l'ampleur du désastre. Il avait fait confiance à ses conseillers, des hommes comme le père de Marcus, pour gérer la distribution des ressources. On m'a dit que l'eau s'était tarie, dit Valerius, ses jointures blanches alors qu'il serrait la coudoir. On m'a dit que les périphéries n'étaient pas viables. J'ai signé les décrets sur la base de mensonges. Nous avons tous nos fantômes, Valerius, dit Alora, tendant la main pour couvrir la sienne. Vous étiez un roi enfant, mais maintenant, vous êtes un homme qui a goûté à la boue. Cela vous rend dangereux pour les gens qui vous ont menti. La prise de conscience le frappa comme un coup physique. Son test de la meute de Blackwood ne concernait pas seulement Marcus. C'était le début d'une guerre plus vaste. Le roi Alpha ne retournait pas à une célébration. Il retournait dans un nid de vipères. La capitale, Aestris, était une ville de lumière. Les tours étaient construites en pierre blanche et en verre renforcé, scintillant comme des diamants sous le soleil de midi. Alors que le cortège royal passait les portes principales, les rues étaient bordées de milliers de citoyens. Ce n'étaient pas les loups affamés de Blackwood. C'étaient les bien nourris, l'élite et les ambitieux. Mais alors que le carrosse s'enfonçait plus profondément dans la ville, Valerius remarqua quelque chose. Les acclamations étaient fortes, mais elles semblaient répétées. Les yeux des gens n'étaient pas sur lui. Ils étaient sur les gardes. Ils ont peur, murmura Alora, sentant le changement dans l'air. C'est une peur différente de celle du quartier des Moulins. Là-bas, ils craignent la faim. Ici, ils craignent le silence. Ils arrivèrent au haut palais, un complexe tentaculaire qui se dressait au sommet du plus haut pic de la ville. Le Haut Conseil attendait sur les marches, 12 alphas des lignées les plus puissantes d'Onu. Au centre se tenait le haut conseiller Thorn, un homme dont la famille tenait les cordons de la bourse du royaume depuis des générations. Thorn s'avança alors que Valerius sortait du carrosse. Il offrit une révérence peu profonde, ses yeux se dirigeant immédiatement vers Alora. « Mon roi dit par Martillema, resté bénichon au roi, dit Thorn, sa voix comme de la pierre polie. Nous avons entendu des rumeurs sur vos aventures dans le Nord. Nous étions inquiets pour votre sécurité. Et qui est cet invité que vous avez amené dans nos murs? » Valerius ne répondit pas immédiatement. Il se tourna et offrit sa main à Alora, l'aidant à descendre. Il garda sa main dans la sienne en faisant face au conseil. « Voici Alora de Blackwood, » annonça Valerius, son aura alpha s'intensifiant juste assez pour faire vaciller le sourire de Thorn. « Elle est la femme qui a sauvé la vie de votre roi pendant que vos bêtas loyaux essayaient de l'enterrer. Elle est ici en tant que ma conseillère principale et ma compagne désignée. » Un hoquet collectif parcourut le conseil. « Un oméga? » demanda Thorn, sa voix dégoulinant d'un amusement forcé. « Mon roi, la tradition du trône d'argent est claire. La compagne de l'alpha doit être de rang égal pour assurer la force de la lignée. Amener une roturière au conseil? La force de cette lignée est actuellement mesurée par sa corruption, Thorn, lança Valerius. Il se rapprocha du vieil homme, sa taille intimidante. J'ai trouvé les plans des aqueducs dans les archives de Blackwood. J'ai trouvé les registres des impôts manquants. Le statut de vos familles est construit sur une fondation de vol. » Le visage de Thorn devint cendré. Il regarda les autres conseillers, cherchant du soutien, mais ils regardaient tous le sol. « Nous convoquerons la haute cour ce soir, » dit Valerius, sa voix résonnant sur la place. « Chaque décret signé depuis le grand changement sera audité, et Alora sera celle qui tiendra la plume. » Le couronnement n'eut pas lieu dans la grande salle de bal. Valerius avait ordonné qu'il soit déplacé sur la place publique à la base du palais, là où la ville rencontre la forêt. Il voulait que le peuple le voie. Il voulait que le vent porte les mots. Le soleil se couchait, peignant le ciel de meurtrissures violettes et dorées. Valerius se tenait à l'autel, portant le simple manteau du roi.
Il tenait la couronne d'argent dans ses mains, mais il ne la mit pas. Alora descendit de l'allée, sa robe d'un argent scintillant qui ressemblait à de la lumière d'étoile capturée dans la soie. Elle ne marchait pas avec la grâce étudiée d'une courtisane. Elle marchait d'un pas régulier et assuré d'une femme qui avait survécu à l'hiver. Quand elle l'atteignit, Valerius s'agenouilla. C'était un geste qui n'avait jamais été accompli par un roi dans l'histoire du Nord. Il s'agenouilla devant l'Oméga, devant la Souillon fantôme, devant la femme qui avait partagé son pain. Moi, Valerius, roi Alpha du Nord, je jure par la présente ma vie. Mon loup et ma couronne au peuple, dit-il, sa voix claire et inébranlable. Et je demande à Alora de se tenir à mes côtés, non pas comme une sujette, mais comme le cœur de ce royaume. Il se leva et plaça la couronne non pas sur sa propre tête, mais sur l'autel entre eux. La couronne appartient à la loi, dit-il en regardant la foule, et la loi servira désormais ceux qui ont faim. Alora s'avança et prit ses mains. Elle regarda les milliers de visages, les riches, les pauvres, les optimistes et les cyniques. « Je suis une fille du changement », dit-elle, sa voix amplifiée par les haut-parleurs du palais. « J'ai connu le goût de la boue et le froid de la lune. Je ne peux pas vous promettre un royaume sans difficulté, mais je peux vous promettre un royaume où personne n'est invisible, où un morceau de pain partagé est plus sacré qu'un trône d'or. » Le silence qui suivit était différent de celui aux portes. C'était un silence de prise de conscience. Puis, du fond de la foule, une seule voix se mit à hurler, un son bas et plaintif qui se transforma rapidement en un chant de triomphe. Un par un, les loups d'Astrus se joignirent à elle, jusqu'à ce que la ville elle-même semble vibrer au son de la meute. Valerius attira Alora dans ses bras, et, alors qu'ils s'embrassaient, la première neige de l'hiver commença à tomber. Mais cette fois, elle ne semblait pas froide. Elle ressemblait à une page blanche. Le Nord changea cet hiver-là. La transition ne fut pas facile. Il y eut des procès, des protestations de la vieille garde et de longues nuits de labeur. Mais la meute de la main ouverte n'était plus un rêve. L'eau retourna aux périphéries. Les moulins furent reconstruits, non pas comme des cages, mais comme des coopératives. Valerius et Alora devinrent les légendes qu'ils étaient destinés à être. On les voyait souvent en ville, non pas dans un carrosse, mais marchant parmi le peuple, partageant des histoires et parfois un simple pain. Ils prouvèrent que le plus grand test d'un roi n'est pas les guerres qu'il gagne, mais les gens qu'il sauve des guerres silencieuses de la pauvreté et de la négligence. Et ils prouvèrent que même le plus petit Oméga, avec rien d'autre qu'une demi-miche de pain et un cœur bienveillant, peut changer le cours d'un empire. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce voyage épique d'amour, de justice et du pouvoir des opprimés. Si cette histoire a touché votre âme, s'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de drames cinématographiques. Votre soutien nous aide à raconter des histoires qui comptent.